Donc en fait, la discrimination fondée sur l'âge, il n'y avait qu'une référence légale qui était avant, il y a 20 ans, les limites d'âge dans les annonces d'emploi. Avec l'Europe, il y a eu l'adoption d'une directive 2078 qui a inclus l'âge comme critère interdit de discrimination. À partir de là, la France a dû s'adapter, a dû transposer le droit européen. Et dès la loi de 2001, on a rajouté l'âge comme critère sur l'ensemble des champs des décisions dans l'emploi, c'est-à-dire du recrutement au licenciement. Et on a inclus en fait une interdiction des discriminations directes fondées sur l'âge et indirectes fondées sur l'âge. Je pourrais y revenir. La caractéristique principale des discriminations fondées sur l'âge, c'est en fait les exceptions. Il existe, en dehors de l'interdiction, deux types d'exceptions, je pourrais y revenir, où on peut fonder une décision sur l'âge. Par ailleurs, ce qui a beaucoup changé, c'est l'aménagement de la charge de la preuve, parce que, à la fois en 2001, puis confirmé en 2008, avec une loi de 2008, qui a défini la discrimination directe et indirecte, une fois qu'une personne qui veut invoquer une discrimination montre une différence de traitement, c'est à l'employeur de prouver que sa décision est basée sur une justification objective étrangère à la discrimination. La discrimination directe, alors je ne vais pas prendre exactement les mots, mais c'est lorsque, en fait, il y a une différence de traitement fondée sur l'âge qui entraîne un traitement défavorable vis-à-vis d'une personne à cause de leur âge par rapport à une autre personne qui n'a pas cet âge. Voilà, ça c'est la discrimination directe. Les discriminations indirectes sont des critères apparemment neutres qu'on utilise pour sélectionner des candidats par rapport au profil de poste, et on pense qu'on est très objectif parce que ces critères paraissent objectifs, étrangers à l'âge. Or, l'expérience, la condition physique, les outils technologiques, l'apparence physique, il y a énormément de critères, parfois même subjectifs, qui peuvent être corrélés à l'âge et donc qui peuvent créer un désavantage par rapport à une certaine catégorie. D'avoir des systèmes de mentorat pour les jeunes. Il ne s'agit pas uniquement dès le début, leur dire voilà quelques codes que je vais vous donner dès que vous arrivez dans l'entreprise, mais de permettre à des seniors d'aider des juniors, par exemple, de créer vraiment cette connivence entre les différentes générations dans l'emploi. On ne forme pas de la même manière des travailleurs plus âgés que des travailleurs plus jeunes. Les jeunes, il faut utiliser beaucoup de techniques, des technologies, donc des sondages, des outils interactifs. Pour des travailleurs plus âgés, il faut travailler avec la psychologie, il faut travailler avec leurs connaissances qui existent déjà, il faut travailler avec leur potentiel et voir la progression du potentiel. Il ne faut pas utiliser des méthodes d'apprentissage classiques, du tout. Alors je trouve qu'il y a une chose très importante que vous pouvez tirer aussi de la directive 2019 sur la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Les jeunes générations sont confrontées à vouloir avoir une vie personnelle, un équilibre de vie, donc vouloir avoir un aménagement du temps de travail, des possibilités de télétravail, une certaine souplesse, ça marche ou ça ne marche pas, et pouvoir être parent, par exemple. Les générations plus anciennes doivent s'occuper des générations encore plus âgées. Donc il y a tout le problème des aidants. Les parents et les aidants ont ça en commun, qu'ils doivent concilier. Les employeurs doivent comprendre, et les recruteurs, que c'est le problème de demain. Que si on veut rendre un emploi intéressant, il faut travailler sur la conciliation. Et la deuxième chose que je dirais, c'est encore lié aux conditions de travail, c'est les conditions physiques de travail. Alors ce qu'on a remarqué, avec un accord, ça c'était depuis les années 2007, il y avait eu en fait un concours sur les meilleurs accords pour les travailleurs âgés. Et c'était à la Caisse d'épargne. Et ça tenait compte notamment de la situation de travail, du bruit, des chaises, du bien-être au travail.
l'accord avait tenu compte des narrations des salariés et avait tellement bien tenu compte des narrations des salariés que cet accord salarié-âgé a été étendu à tout le personnel. C'est comme ça qu'il faut tenir compte de l'âge. C'est-à-dire que je pense que l'âge, c'est un facteur humain. Et donc à partir du moment où on tient compte de ce qu'il peut impliquer comme risque dans l'entreprise en termes de bien-être, eh bien, je pense que ça sera valable pour tous les salariés.